Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. Au sommaire de cette édition, le Nigeria qui lutte contre sa dépendance excessive au pétrole. La plus grande économie d'Afrique peut-elle se diversifier avant qu'il ne soit trop tard ? L'Afrique du Sud cherche à sortir de la récession et souffre d'une pénurie de compétences. Le pays intensifie désormais l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques et encourage ses talents à rester dans le pays. Enfin, c'est l'heure du thé au Kenya. Nous vous expliquons comment ce pays d'Afrique de l'Est a gagné plus d'1 milliard de dollars grâce à ses exportations de thé. Merci de nous rejoindre. L'économie du Nigeria pourrait atteindre 6 000 milliards de dollars et dépasser celle de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France et de l'Arabie Saoudite à l'horizon 2050. Pour cela, le pays doit absolument se diversifier. Trop tributaire du pétrole, Abuja doit rapidement entreprendre de profondes réformes et investir massivement dans ses infrastructures matérielles et immatérielles. Au Nigeria, le pétrole exerce une grande influence sur l'économie, bien qu'il ne représente qu'une proportion relativement faible du PIB national, près de 9% en 2021 selon les derniers chiffres. En 2020, les ventes de pétrole représentaient un tiers des recettes budgétaires et environ 90% des recettes d'exportation du pays. Avec 1,7 million de barils par jour en 2021, contre 2 millions un an plus tôt, le premier producteur d'or noir du continent doit aujourd'hui envisager un avenir moins dépendant du précieux liquide. Avec la chute des prix du brut, la pandémie de Covid-19 et la ruée vers les combustibles fossiles, la plus grande économie d'Afrique ne peut continuer à miser sur le pétrole pour sa croissance. Les différents dirigeants au pouvoir depuis 2000 se sont engagés à diversifier l'économie en vain. Une vie non dépendante du pétrole ne serait pourtant pas une utopie. Les services sont le principal moteur de croissance au Nigeria, contribuant à hauteur de 46% au PIB en 2020, suivi par l'industrie à 28,22% et l'agriculture à 24%. Seulement voilà, en raison du sous-investissement, ces secteurs ne génèrent pas suffisamment d'exportations et d'emplois. La transition vers une économie post-pétrolière nécessitera des investissements dans les infrastructures matérielles et immatérielles, le développement des compétences et une meilleure gouvernance. Mon invité est Andrew Nevin. Il est économiste senior chez PwC Nigeria. Merci de nous accorder de votre temps. Pourquoi le Nigeria doit-il se diversifier maintenant ? Les gens doivent comprendre que ce n'est pas vraiment un pays pétrolier ou une économie pétrolière. En ce moment, nous produisons environ 1,6 million de barils de pétrole par jour. Nous en utilisons 400 000, ce qui signifie que nous exportons 1,2 million de barils quotidiennement. Par conséquent, en un an, nous exportons environ 400 millions de barils. Avec 200 millions de Nigérians, cela revient à 2 barils par personne et par an. Et ce n'est donc pas vraiment la base d'une économie ou d'un progrès social. Chez PwC, nous avions déjà fait part de cette réflexion. Le Nigeria ne peut pas s'appuyer sur une économie pétrolière. Il y a des secteurs beaucoup plus porteurs, comme les technologies de l'information et de la communication ou l'industrie culturelle. Nous devons donc poursuivre cette diversification et comprendre que le Nigeria doit se détacher de cette idée d'économie pétrolière. Le temps est-il compté pour qu'Abuja abandonne le pétrole ? Il y a un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est maintenant ». Je veux dire qu'il est impossible aujourd'hui d'agir sur le passé. En revanche, pour aller de l'avant, il faut désormais s'éloigner très fortement du pétrole. Pour cela, il faut parvenir à faire adopter la loi sur l'industrie pétrolière au Nigeria. On en parle depuis 25 ans, c'est peut-être déjà trop tard, dans le sens où le monde s'éloigne déjà du pétrole et que tout notre investissement en rapport avec le pétrole sera vain, mais cela poussera quand même vers une diversification. Alors oui, vous avez tout à fait raison, il est peut-être trop tard pour le pétrole, car le monde a déjà évolué. Le Nigeria n'a jamais pu produire 3 à 4 millions de barils par jour avant ce changement. Quelle sorte de transition, quelles sont les options qui s'offrent au Nigeria ? C'est un grand pays avec des compétences entrepreneuriales incroyables. Les gens me demandent parfois quel secteur privilégier. Ma réponse est tous. Les technologies de l'information et de la communication représentent déjà entre 15 et 16% de l'économie. L'agriculture est également en net regain depuis 10 ans. Cette croissance est visible, elle peut nous apporter une sécurité alimentaire en plus d'une plus-value économique. Les infrastructures se développent également, les industries culturelles sont massives. En fait, elles sont maintenant plus importantes que l'industrie pétrolière en termes de PIB. On parle ainsi de Nollywood. C'est un phénomène mondial, comme la musique de Burna Boy, Wizkid, Tiwa Savage, qui vient aussi du Nigeria. Vous le voyez, il y a donc beaucoup de choses pour remplacer le pétrole, mais nous restons quand même dépendants d'une seule industrie.
Chaque industrie doit se développer au Nigeria. Je vais donner un autre exemple. On parle beaucoup d'immobilier. Ainsi, l'immobilier, la plus grande classe d'actifs au monde, est le moteur de nombreuses économies, sinon de toutes. C'est donc une autre industrie qui peut vraiment se développer au Nigeria. Quelles difficultés va rencontrer l'économie post-pétrole? Quels sont les défis à venir pour le Nigeria? Pour moi, la transition est déjà lancée. Donc quand vous dites à quel point c'est difficile, je pense que c'est difficile pour le gouvernement fédéral et dans une certaine mesure pour les gouvernements des États. Car le pétrole ne représente dans les derniers chiffres du Bureau nigérian des statistiques que 7% du PIB. Mais le gouvernement a été trop dépendant du pétrole. Je pense donc que ce qui est difficile dans la transition, c'est la situation financière du gouvernement, la façon dont il est organisé. Ils doivent augmenter les recettes fiscales. L'autre moyen est d'accroître la responsabilité envers le peuple. Je pense donc que ce sera une bien meilleure option de développement économique que ce que nous avons peut-être vu en Occident au cours des 30 dernières années. Le Nigeria dispose-t-il des conditions requises pour réussir cette transition? Je dirais que la réponse à ces deux questions est différente. Ils ont un énorme capital humain. C'est le plus grand atout du Nigeria, les cerveaux nigérians. Et on voit ça avec la diaspora, l'incroyable succès de la diaspora à travers le monde. Du côté des infrastructures, c'est un défi. Je pense que le pays s'améliore en matière d'infrastructures parce qu'on peut exporter des services sans nécessairement avoir des infrastructures de classe mondiale. Tant que nous avons Internet et un peu d'électricité, nous pouvons le faire. Et bien sûr, nous avons une analogie. Si vous remontez aux années 90, l'Inde ne fabriquait pas beaucoup. Ils avaient à l'époque les mêmes défis qui se présentent au Nigeria, mais ils exportaient des services, le traitement des affaires. Vous avez des entreprises comme Infosys qui sont maintenant des sociétés cotées à 100 milliards de dollars en bourse. Et pour elles, tout a commencé parce qu'il y avait des carences dans les infrastructures du pays. John Evans, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Aujourd'hui, le secteur technologique sud-africain peine à pourvoir des milliers de postes vacants. Les sous-secteurs les plus touchés sont la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou le développement de logiciels. Wandiswa Ntengeto nous explique comment cette pénurie de compétences pourrait nuire aux efforts de relance de l'Afrique du Sud. Selon un rapport de Manpower Group, l'Afrique du Sud manque de personnel qualifié devant remplir les rôles essentiels associés à la construction d'une économie forte. Ce manque de main-d'œuvre qualifiée a des répercussions dans les entreprises et sur le marché de l'emploi. Plusieurs personnes ne possédant pas les compétences requises militent pour un salaire plus élevé. Ce n'est pas le problème d'une seule organisation ou d'un seul secteur. Tout le monde doit participer au développement des compétences, à l'élargissement du vivier de compétences. Cela commence par les écoles. Il faut que les enfants aillent à l'école pour se préparer à devenir des professionnels du numérique. L'Afrique du Sud manque d'artisans qualifiés, d'ingénieurs, de techniciens et d'experts en cybersécurité. Un autre problème auquel ce pays est confronté, l'émigration de la main-d'œuvre qualifiée. Une étude de Joan Alsten intitulée « Exploring the Long-Term Implication of Skill Immigration » souligne que cette situation risque de saper les efforts déployés pour combler ce déficit. J'étudie l'administration des affaires avec une spécialisation en comptabilité. Les compétences que j'acquiers actuellement à l'université ne sont pas suffisantes pour me permettre de trouver un emploi à l'avenir. Je le fais juste pour obtenir une qualification. Donc ces compétences qui me seront nécessaires sur mon lieu de travail, je les apprendrai toute seule. Le déficit croissant de compétences et l'augmentation du coût de la main-d'œuvre dans les marchés émergents comme l'Afrique du Sud obligent malheureusement les organisations à se tourner vers de nouveaux marchés pour trouver des talents. L'année 2021 était une année importante pour le thé au Kenya. Les exportations ont rapporté plus d'1 milliard de dollars au pays, la majeure partie étant destinée au Pakistan. Au Kenya, la culture du thé est un secteur toujours aussi florissant. En 2021, le pays a exporté 558 millions de kilos de thé pour 1,2 milliard de dollars de bénéfices.
Selon l'organe en charge du thé, le Tea Board, les exportations de l'année dernière ont bondi de 13% par rapport à 2020. Le Pakistan, le Royaume-Uni, le Soudan, l'Égypte, la Russie et l'Iran sont les principaux acheteurs de thé kényan. Entre janvier et octobre 2021, le Pakistan a dépensé 350 millions de dollars, soit 37,1% des exportations totales de la période considérée. Au cours de la même période, le Kenya a bénéficié de la faiblesse du shilling et du mauvais temps au Brésil pour empocher 213 millions de dollars de la vente du café, dépassant l'ensemble des recettes de 2020 qui s'élevaient à 196 millions de dollars. Le Kenya est l'un des principaux exportateurs de thé noir dans le monde et il est une importante source de devises étrangères, tout comme les transferts de fonds, l'horticulture et le tourisme. Et c'est ainsi que se termine cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. Retrouvez-nous sur Africa News et africanews.com. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Business Africa.